Voilà. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde. Alors, à titre de rappel, nos conférences sont enregistrées afin qu'elles puissent être rediffusées ultérieurement et que vous puissiez également les retrouver notamment sur le site de lasérie.org. Et nous avons par ailleurs volontairement coupé vos micros et caméras pour ne pas gêner le dialogue avec les petits bruits de fond. Donc, bienvenue donc dans cette table ronde organisée par l'Institut catholique de Paris, établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, créé en 1875 dans le domaine des sciences humaines et sociales. Je suis Katia Latapi, je suis en charge de la formation professionnelle et continue et des relations entreprises au sein de l'organisation. Euh, alors, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, l'ICP propose une offre de formation professionnelle et continue à destination des actifs qui souhaitent voir évoluer leurs pratiques à travers une réflexion scientifique et humaniste pour faire face aux transformations du monde. Et c'est sur cette base de notre expertise en sciences humaines et sociales que nous nous sommes mobilisés pour cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive 2025, dont la thématique pour une transition juste, renforçons nos engagements, appelle à une prise de hauteur nécessaire pour les organisations qui ont besoin parfois de se réinventer. La table ronde que nous vous proposons aujourd'hui s'intitule Le vivant au cœur de l'entreprise pour une transition juste. Alors, en effet, il n'y a pas de transition juste et durable qui ne prenne pas en compte le vivant humain et non humain. C'est pourtant le défi que doit relever l'entreprise. Euh, Comment cela impacte-t-il les orientations, l'organisation et la gouvernance? C'est un dialogue interdisciplinaire que proposent nos intervenants de l'ICP en partant de leurs expériences et de leurs recherches en philosophie, en sociologie, en économie et en médiation. Donc, vous pourrez bien entendu poser vos questions aux intervenants dans le fil de conversation. Ils y répondront dans le dernier quart d'heure et parfois peut-être qu'ils pourront attraper des petites questions en cours de route pendant la réunion. Je tiens à remercier nos intervenants, enseignants, chercheurs, Anne-Laure Buisson, Marc Grassin, Elena Lassida et Noémie Paté, et également le Mouvement des entreprises de France et l'Association française des managers de la diversité pour l'organisation de cette semaine de sensibilisation nationale et qui nous donne l'opportunité de pouvoir réaliser cet événement. Voilà, je vous remercie et je passe la main à Marc Grassin. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présent. On va essayer effectivement à quatre voix de thématiser un peu chacun avec nos prismes hein, de nos terrains au fond à la fois de recherche et de vie hein, d'une certaine manière. Alors je me présente, je suis philosophe, mais je dirige l'Institut Vaugirard Humanité et Management, donc je travaille sur le monde comme terrain, le monde de l'entreprise et le monde des dirigeants. Et c'est un peu le point de départ hein, pour introduire un peu cette séance et passer la parole à mes collègues sur la question du changement de paradigme qui est en cours. Je trouve que c'est assez intéressant de voir que cette question du vivant est en train de surgir comme une question un peu massive au cœur même de l'entreprise et se pose la question évidemment de savoir si c'est anecdotique ou si c'est un vrai changement de paradigme. Et si c'est un changement de paradigme, ça veut dire que il y a des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de faire. Et la question du vivant, jusqu'à présent, n'était pas tellement une question portée, on pourrait dire, par le monde de l'entreprise. Hein. On était plutôt centré sur deux choses. Alors, ce que je vais dire est réducteur, très certainement, mais centré sur la question des hommes et des femmes dans l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire, au fond, la part active, les ressources humaines, d'une certaine manière, qui font la capacité d'une entreprise à être un collectif qui va créer de la valeur. Et puis une tendance qui est aussi peut-être, alors on est déjà dépassé ça en partie, mais une centralité de l'entreprise autour de la question du profit d'une certaine manière et avec un rapport au fond de productivité importante et aussi peut-être d'un réductionnisme d'une certaine manière de la vision de l'entreprise. Or, il n'échappe à personne, j'imagine,
il se passe un certain nombre de choses importantes, en particulier la crise écologique, peut-être on y reviendra, mais la crise environnementale au sens très, très large du terme, qui est à la fois la crise de la biodiversité, c'est un premier élément avec un effondrement, la crise climatique qui vient changer des conditions aussi du travail, et puis la crise énergétique. Et donc on a tout d'un coup aujourd'hui la prise de conscience que au décours de nos pratiques, de nos activités, de notre manière de faire le monde avec l'entreprise, puisque l'entreprise est un acteur de transformation du réel dans lequel nous sommes, on est confronté à la question de la durabilité du vivant, d'une certaine manière. Et pas simplement le vivant humain, hein, qui était jusqu'à présent dans notre culture humaniste le fer de lance, hein, l'intention première, mais le vivant humain et le vivant non humain. Et donc, il y a un élargissement du spectre, d'une certaine manière, de la préoccupation des hommes et des femmes que nous sommes, parce que c'est nos conditions d'avenir et de durabilité et peut-être de justice pour pouvoir rendre sa part des vivants humains et non humains. Et il me semble que ça, c'est l'élément assez majeur aujourd'hui auquel on est confronté. Et ça vient bouleverser hein, les schémas, ça vient bouleverser les pratiques, ça vient bouleverser les attentes, redéfinir des business models peut-être très, très certainement. Et on est dans cette zone-là actuellement, je trouve, qui est une zone de passage, de transition, hein, d'une certaine manière. Alors, est-ce que c'est une transition? Est-ce que c'est un changement de paradigme? Comment on y va? C'est un peu la question que on peut poser. Je passe tout de suite la parole à Noémie et que tu puisses nous dire à partir de ton champ d'expertise, hein, ton champ de terrain, etc. Pourquoi on a besoin aujourd'hui d'accoler la question du juste sur la question de la transition. Merci Marc, merci à toi, merci à Katia de l'organisation de ce temps d'échange. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Noémie Paté, je suis sociologue, maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris. Je dirige un master qui prépare aux étudiants au métier de la solidarité en tenant compte des enjeux de la transition sociale et écologique. Et je dirige également une formation qui s'adresse aux personnes souhaitant s'engager auprès de populations migrantes. Ça, c'est ma casquette enseignante. Et puis, j'ai une casquette de chercheuse également, puisque je travaille initialement plutôt sur les questions de migration, sur les enjeux d'accueil et de traitement des populations migrantes en France. Et de plus en plus, je travaille sur les liens entre enjeux migratoires et enjeux environnementaux et climatiques. Voilà, et au fil de mes activités, tant de recherche comme d'enseignement, c'est vrai que je suis de plus en plus marquée par la similarité, par la proximité des violences qui sont faites au monde du non-humain et des violences qui sont faites aux humains les plus dominés, les plus marginalisés, les plus précaires. Et cette proximité, on la retrouve très fortement dans l'étude des causes profondes des crises que l'on traverse aujourd'hui. Si on regarde dans le temps long ce qui s'est joué pour notre humanité, c'est qu'à certains moments de notre histoire, des choix ont été posés par une partie de la population mondiale concernant nos modes de production, nos modes d'exploitation des ressources. Et ces choix qui ont été posés se sont à chaque fois accompagnés de modes d'exploitation de ce que François Héran appelle les soutiers de l'humanité, c'est-à-dire les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, les plus marginales, les plus stigmatisées. Et ce lien intrinsèque qu'on retrouve historiquement, en fait, eh bien, on le retrouve aussi dans l'étude des effets du dérèglement climatique et à partir de 4 constats que l'on fait à toutes les échelles du monde et de nos sociétés. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que ceux qui sont le plus exposés aux aléas climatiques, aux risques climatiques, sont aussi ceux qui sont le plus vulnérables, c'est-à-dire qui ont les plus faibles capacités à faire face, à s'adapter, à être résilients face aux risques climatiques.
Pour parler très concrètement, on sait que effectivement les pays des Suds subissent de façon disproportionnée les effets du dérèglement climatique. Hein. On estime qu'il y a environ 12 fois plus de morts dans un pays du Sud que dans un pays du Nord pour une même catastrophe naturelle. Mais en réalité, ce constat-là, on le fait aussi à l'échelle de nos États et notamment de nos États du Nord. Hein. Par exemple, le taux de mortalité des habitants des quartiers populaires est bien plus élevé que celui des quartiers aisés. Donc, premier constat, les plus exposés sont aussi les plus vulnérables. Le deuxième constat, c'est que en fait, le changement climatique aggrave des situations socio-économiques qui étaient déjà précaires et qui préexistaient au changement climatique. Autrement dit, en fait, on vit dans des sociétés qui sont structurellement inégalitaires et les crises climatiques et environnementales viennent aggraver ces inégalités structurelles. Donc, ce qu'on appelle les inégalités environnementales, en fait, ce sont ces inégalités sociales structurelles qui se trouvent aggravées par la crise climatique et environnementale. Deuxième constat. Le troisième constat, c'est que les plus exposés aux risques climatiques sont aussi les moins responsables du changement climatique. C'est-à-dire, en fait, on sait que, par exemple, les 10% les plus riches dans le monde sont responsables du 2/3 du dérèglement climatique depuis les années 90. Si on consommait tous comme les 53 premiers milliardaires, eh bien, on atteindrait le fameux jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où on a épuisé notre budget carbone, en gros, on l'atteindrait en seulement 2 jours. Voilà, on pourrait tirer ce fait, par exemple, aussi dans les constats entre humains. Par exemple, les femmes, on sait, sont davantage touchées par les effets du dérèglement climatique pour tout un tas de raisons. Or, les femmes ont tendance à moins émettre que les hommes. Hein. On estime par exemple en France qu'elles émettent entre 20 et 26% moins que les hommes. Et si les hommes consommaient comme les femmes, eh bien, on atteindrait 3 fois nos objectifs, notamment dans les secteurs de l'alimentation et du transport. Voilà, des constats qu'on peut faire à toutes les échelles de nos sociétés. Troisième constat. Et le quatrième constat, c'est que eh bien, les mesures climatiques et environnementales, les initiatives, les politiques que l'on développe ont tendance à ne pas tenir compte de leurs effets sociaux et ont tendance à porter préjudice aux populations qui sont déjà vulnérables aux risques climatiques et qui sont vulnérabilisées par les risques climatiques. Hein. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, sont de plus en plus nombreux, ont des taux de mortalité de plus en plus importants. Et donc, du coup, en fait, on va parler dans la littérature d'un phénomène de double peine, c'est-à-dire que les populations vulnérables sont déjà vulnérabilisées par les effets du dérèglement climatique et les mesures que l'on prend pour faire face, pour s'adapter, pour atténuer le dérèglement climatique ont tendance à rendre encore plus vulnérables ces populations-là. Et donc, face à ces 4 constats, en fait, eh bien, on ne peut pas ne pas appeler aux objectifs de la transition juste, à savoir tendre effectivement vers l'objectif de la neutralité carbone, mais de façon simultanée, tendre également vers la réduction des inégalités, vers l'amélioration des conditions de vie de toutes et tous dans tous les pays. Sinon, le risque, c'est effectivement que l'on continue de mettre en place une organisation sociétale dans laquelle les plus riches, les plus dominants, ceux qui ont des ressources, ceux qui ont du pouvoir, peuvent payer pour échapper à la chaleur excessive, à la faim, au conflit, à la soif, etc. Tandis que le reste du monde, qui est très largement majoritaire, eh bien, continuera d'être délaissé. Voilà. Et est-ce que tu dirais que, du coup, parce qu'il y a deux choses dans ce que tu évoques, dans le constat, il y a la question de la justice, d'une certaine manière, une transition juste, et puis derrière, il y a la question de la durabilité, au fond, des conditions du vivant. Est-ce que tu dirais que la durabilité est conditionnée à cette question du juste dans le changement qu'il faut opérer? Enfin, Absolument. Oui, pour moi, c'est pas seulement une question de justice, c'est pas seulement une question même éthique ou humaniste, c'est une question d'intérêt général. Si on veut que l'humanité perdure, et effectivement, il faut qu'on prenne à bras le corps ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que la faim nourrit les conflits. Et les conflits instrumentalisent la faim. Par conséquent, si toute une partie majoritaire de la population mondiale est confrontée à la raréfaction des ressources, en fait, c'est fondamentalement un enjeu de paix
développée à toutes les échelles du monde qui se pose, quoi. Et la question, c'est dans quelle mesure on va continuer d'être capable de vivre ensemble, de continuer de vivre ensemble. Ouais. Donc oui, tout à fait. C'est pas seulement une question de justice, c'est une question de comment on fait pour continuer de vivre en tant qu'espèce. Merci. Elena, même question dans ton secteur de recherche sur la question de l'économie, le social. Toi, comment tu vois la question de la transition et la question du juste dans cette, euh, cette affaire? Merci Marc. Donc bonjour à tous. Merci aussi à Katia et merci à Noémie de cette introduction sur la thématique qui nous rassemble. Alors moi je suis Elena Lassida, je suis économiste et professeure à l'Institut catholique de Paris. Et mon domaine de spécialisation c'est l'économie sociale et solidaire. Donc une économie justement qui est toujours pensée un petit peu comme au service justement d'une économie juste, équitable et qui a progressivement introduit également la question de la transition écologique. Et depuis cette année, je dirige la chaire Entreprise et biens communs, une chaire qu'on a ensemble l'ICP et l'ESSEC. Et voilà, et donc dans le cadre de cette chaire, voilà que je me retrouve en contact plutôt avec les grandes entreprises. Donc tout un défi aussi de faire rencontrer un peu ces deux secteurs de l'économie. Donc c'est un peu à partir de tout ça que j'essaye de répondre un petit peu à la question posée. Donc je dirais, je voudrais réagir rapidement autour de trois concepts qui sont un petit peu au cœur de la thématique, mais qui ont été déjà bien introduits et par Marc et par Noémie. Et alors, le premier, c'est la question de la notion de transition, mais Marc le posait clairement au début de cette table ronde. Et je pense que parfois, on a un peu l'idée que la transition, c'est juste une question d'ajustement à des dysfonctionnements, la crise écologique, voilà, mais c'est juste une question d'ajustement. Et parfois, même le terme qui est très utilisé, et que je comprends très bien qu'au niveau technique est important d'adaptation, pour moi, crée un peu l'illusion qu'il s'agit. Il suffit d'ajuster certaines choses pour voilà, retrouver un petit peu le modèle et la croissance qu'on avait avant. Et donc, je pense que non, que la transition, c'est, Marc parlait d'un changement de paradigme, je pense que ça suppose une transformation profonde et énorme dans nos modes de vivre, de produire, de consommer, d'habiter l'espace, de nous déplacer. Et voilà, c'est un changement radical. Je pense qu'il y a tout un monde qui est en train de disparaître et donc une manière de faire société, une manière de créer nos institutions qui est aujourd'hui en train de disparaître et qui, voilà, et que pour moi, le défi de cette transition, c'est comment on est capable et comment on profite de ces destructions pour faire naître du radicalement nouveau. Donc ça, voilà, par rapport à ce terme de transition. Et ensuite, le terme de vivant, puisqu'on l'a mis aussi au centre de notre thématique, parce que je pense, et Marc, tu le disais aussi en introduction, que la question, ce qui peut nous permettre de saisir à quel point cette transition suppose vraiment un changement, une transformation majeure et un changement de paradigme, c'est la manière de concevoir le vivant. Et là, en fait, justement, en économie, en tout cas, euh, quand on parle du vivant non humain, en fait, en économie, on parle de nature et on parle de ressources. En fait, la nature est réduite à l'idée d'une ressource nécessaire pour satisfaire les besoins des humains. Et donc, pour moi, là, voilà, il y a un changement épistémologique à introduire, que c'est de dire que, justement, si on reconnaît que la nature, ce sont des êtres vivants, donc du coup, on ne peut
pas les réduire à des ressources. Et donc ça suppose un changement radical. Mais ça conduit également à un changement de conception du vivant humain. Parce que le vivant humain, en économie en tout cas, on l'a réduit un petit peu à un réservoir des besoins à satisfaire. L'humain, voilà, on est vivant quand on peut se nourrir, se loger, se soigner, s'habiller. Et donc, c'est juste des besoins à satisfaire. Et donc, je pense que aujourd'hui, justement, cette interrogation sur ce que c'est le vivant vient déplacer également la conception du vivant humain. Et moi, je dirais que voilà, ce qui pour moi apparaît très fortement aujourd'hui à travers tous ces crises, c'est que le vivant se définit avant tout par sa dimension relationnelle et que le vivant et que c'est ça qui permet de penser ensemble, vivant humain et vivant non humain, justement parce que tous les deux, s'il y a quelque chose qui les identifie, c'est sa dimension relationnelle, le fait que sont des êtres complètement en interdépendance avec les autres vivants. Et donc, c'est dans cette interdépendance, dans cette relation qu'on existe. Donc voilà, donc je pense que là, il y a un déplacement majeur au niveau anthropologique, au niveau philosophique, au niveau épistémologique. Et ça conduit, c'est mon troisième terme qui est celui d'entreprise. Et alors, je dirais, ça conduit à un déplacement majeur dans la conception de l'économie et dans la conception de l'entreprise. Parce que l'économie, comme je disais, a été pensée avant tout comme la production des biens et services pour satisfaire des besoins. Et en fait, si le vivant, c'est avant tout un être de relation, je pense que l'économie, il faudrait la penser avant tout comme un médiateur social, comme quelque chose qui justement rend possible le fait que tous les vivants puissent être vraiment en interrelation et en interdépendance. Et que on devrait garantir, c'est pas uniquement qu'on accède aux biens nécessaires pour vivre, mais que ce que devrait l'économie garantir, c'est la possibilité que chaque être vivant puisse avoir une place dans la Terre, une place qui permet à chacun d'être reconnu comme un être qui peut faire une contribution à un projet commun. Donc, comme un être justement qui a cette possibilité de donner quelque chose et de recevoir. Et comme des êtres voilà, qui sont tous en relation de réciprocité avec les autres êtres. Pour moi, c'est ça la vocation de l'économie. Et donc, l'entreprise, pour moi, devrait justement s'inscrire complètement aussi dans cette approche. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose pour moi, aujourd'hui, l'entreprise s'intéresse de plus en plus voilà, à l'impact sur l'environnement et sur le social. Et justement, ils pensent l'environnement et la dimension sociale comme des externalités qui sont impactées par l'activité économique. Et donc, du coup, l'environnement, à nouveau, devient juste une ressource, le social, juste voilà, des problèmes d'injustice à régler. Et donc, pour moi, penser le vivant avant tout par sa dimension relationnelle, ça permet de penser autrement l'articulation entre économique, environnementale et sociale. Et à les penser justement en termes, encore une fois, tous comme des vivants et l'économie comme quelque chose qui permet justement à chacun de vivre, mais de vivre avant tout parce que il est connecté avec les autres vivants dans cette relation qui se situe non pas en termes de dépendance, mais d'interdépendance entre les uns et les autres. Donc voilà un petit peu une petite réflexion voilà, sur comment je vois que l'économie et l'entreprise en particulier peuvent participer de cette transition juste. Oui, juste pour compléter et puis pour relancer et passer la main à Anne-Laure après, mais il y a la question du vivant humain, non humain,
Et puis, il y a aussi les entités naturelles aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit bien qu'on a une pensée qui est en train d'émerger. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui gravitent autour de ces questions-là, vraiment sur une pensée d'un écosystème et d'un élargissement de la prise en compte de l'écosystème. Et ce que tu évoquais sur la question de l'interdépendance, je pense à Bruno Latour, hein, évidemment, quand tu évoques ça, parce que Latour est une référence quand même sur le sujet. Il dit cette chose, moi je le cite souvent, mais il dit la question n'est pas de savoir dans quel monde nous vivons, mais de quel monde nous vivons. Et ça, c'est un élément assez central au fond, de qui nous avons besoin pour durer dans une réalité qui est limitée, au fond. Parce que l'économie dont tu parles, elle a été une économie de l'illimitation, hein, d'une certaine manière. Hein, et on prend en retour le fait que, Noémie, tu disais, hein, si on consommait comme certains consomment, on serait épuisé d'une certaine manière, asséché d'une certaine manière. Et donc, cette question relationnelle est évidemment assez centrale, mais on discutera après comment on y va sur cette question relationnelle au cœur des entreprises, à la fois dans le management, dans la gouvernance, etc. Anne-Laure, peut-être toi, à partir de ton expérience, comment tu rebondis là-dessus? Oui, merci Marc. Bonjour à tous. Donc, je me présente brièvement, je suis Anne-Laure Brun-Buisson et je vais parler ici avec deux casquettes. Une casquette de médiatrice, donc de clinicienne, hein, j'allais dire, du dialogue, et une casquette d'intervenante à l'IFOMEN qui fait partie de l'ICP et qui est le centre de l'ICP de formation à la médiation et à la négociation, dont je fais partie également du comité d'orientation. Alors, donc, j'apporte un point de vue qui est un peu décalé parce que je ne fais pas de recherche, je suis vraiment sur le terrain, dans la clinique. Et donc, par rapport à tout ce que vous avez dit, j'ai envie de rebondir sur un certain nombre de mots aussi que vous avez employés, simplement pour essayer de restituer un peu l'impact que ces mots-là peuvent avoir pour l'entreprise, pour qu'on mesure un petit peu aussi la difficulté, à la fois la nécessité de ce changement, de cette transition, mais aussi la difficulté concrète d'y parvenir. Parce que, évidemment, quand on parle de la question du changement et d'aller vers une transition juste, et donc de la place du vivant, comme vous l'avez tous rappelé, à la fois humain et non humain, c'est intrinsèquement lié à la question du dialogue, en fait. Et vous le dites quand vous parlez de la relation, vous le dites quand vous parlez d'interaction, quand on parle d'interdépendance, et non pas... vous voyez ce que je veux dire, là, on parle véritablement de la question du dialogue. Or, dialoguer, qu'est-ce que c'est? C'est élaborer ensemble. Ça nécessite de créer un langage commun, une langue commune, quelque chose qui fait qu'on va pouvoir se comprendre. Et on sait bien que le langage, c'est le seul rempart qu'on a contre la violence. C'est le seul langage. Hein. Noémie parlait tout à l'heure de la violence qui est faite, qui persiste à être faite aux humains les plus vulnérables, aux non-humains, et les similarités depuis la nuit des temps entre ces mécanismes qui se répètent. Et effectivement, on voit bien qu'on n'arrive pas à trouver un langage commun parce que les angoisses, les peurs de certains prennent toute la place en réalité. Donc, il n'y a pas de moyen, vous voyez ce que je veux dire, de faire de la place à une autre pensée, un autre système, une autre manière de voir. Donc, on est quand même dans quelque chose dont on mesure à la fois la nécessité, parce qu'elle n'est plus tellement contestée, et en même temps, une difficulté de la mettre en pratique, de la traduire dans une réalité au sein des organisations elles-mêmes, donc à l'intérieur des entreprises, mais aussi dans la relation qu'entretiennent les entreprises avec le reste, avec leur écosystème, avec les autres humains, avec le monde en fait. Quel est le rapport au monde qu'ont les entreprises aujourd'hui? C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en mouvement, disons. Même s'il y a une volonté, puisqu'il y a quand même un début de normes, un certain nombre de choses. Donc, moi, ce que j'observe, si vous voulez, alors juste avant de vous dire ce que j'observe, quand on emploie les mots transition et les mots transition juste, quand on emploie les mots changement, transformation, on crée des peurs, on crée de la résistance immédiatement. C'est-à-dire que le réflexe spontané de l'humain, c'est de se dire qu'il va perdre quelque chose.
qui va perdre, qui va faire des compromis. On sait bien que la culture du compromis, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à construire, et la peur de la perte, c'est quelque chose qui peut être vraiment abyssal pour un humain. Donc, derrière l'accumulation et la nécessité d'accumuler, quel que soit le prix, quel que soit le coût, il y a beaucoup de peur en réalité. Donc, il faut bien mesurer ça. Donc, les résistances sont très, très fortes, évidemment. Il y a, si vous voulez, les entreprises, moi, ce que j'observe, c'est qu'elles sont le miroir du monde, en fait, dans lequel on vit. Elles sont vraiment, ce sont des micro-sociétés. Donc, elles sont, les positions à l'intérieur des entreprises sont autant polarisées et les fractures existent autant à l'intérieur de l'entreprise que dans ce qu'on observe dans nos sociétés contemporaines. Donc ça, on le voit vraiment de la même manière dans les entreprises. Donc c'est un véritable défi, si vous voulez, de se prendre en main pour se dire oui, l'entreprise a quelque chose à apporter et c'est indispensable, elle peut être acteur de ce changement. Et de mon point de vue, ça commence par se changer soi-même. C'est-à-dire, comment est-ce que l'entreprise peut réfléchir au rapport qu'elle entretient avec le monde, comment est-ce qu'elle peut réfléchir à son propre système d'organisation pour laisser de la place au vivant, c'est-à-dire finalement au dialogue en son sein même. Comment est-ce qu'on peut apprendre à parler réellement à l'intérieur d'une entreprise pour que les autres ne soient pas des ressources, même si elles sont humaines, mais que l'humain soit réellement vu comme un alter ego digne de parole, digne de considération. L'humain, et puis évidemment, c'est encore plus compliqué pour le non-humain. Ça, je le retrouve plus sur le terrain des médiations, j'allais dire environnementales, où on essaye réellement d'articuler l'usage, j'allais dire récréatif de la nature, hein, la ressource que représente la nature, avec la nécessité absolue de préserver les milieux. Donc, c'est très difficile. C'est ce que j'observe. Hein, donc, vraiment, encore une fois, c'est un point de vue de clinicienne. Ce que j'observe, c'est que c'est très, très difficile de prendre de la hauteur, comme on est en train d'essayer de le faire dans cette table ronde, quand on est aux prises avec des problèmes très concrets qui sont des peurs de perdre sa place, des peurs d'avoir moins, des peurs... Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement difficile en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Le terrain nous renvoie cette idée que c'est très compliqué. Et donc, si on ne veut pas, et c'est aussi ce qui nous met dans une espèce d'injonction un peu paradoxale, c'est que si on ne veut pas passer en force, alors qu'il y a une urgence, ça nécessite de passer par le dialogue pour qu'il reste de l'altérité, pour qu'il reste donc du vivant. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, qu'on n'utilise pas une méthode mortifère pour remettre le vivant au cœur de nos préoccupations. Et ça prend du temps. Et est-ce qu'on a le temps? Vous voyez ce que je veux dire? La question, elle est quand même très, très complexe. Elle est d'autant plus complexe que, donc il y a évidemment ces polarisations qu'on observe, comme on les observe partout. Et puis, on a quand même du mal à faire le lien, si vous voulez, entre nos préoccupations individuelles et puis un enjeu collectif supérieur. Donc, ce qui me semble, c'est qu'on aurait à gagner à réellement travailler sur les bénéfices qu'il y a à changer, en fait, collectivement. Quel est le bénéfice collectif qu'on a à changer? Qu'est-ce qu'on y gagne, dans le fond, en tant qu'organisation, en tant qu'humain? Qu'est-ce qu'on peut y gagner à renoncer effectivement à certaines choses, mais au nom d'un intérêt et d'enjeux qui sont supérieurs à nos vies individuelles et les enjeux d'une organisation, parce qu'effectivement, ce qu'on est en train de dire, c'est que les organisations ont besoin de changements drastiques qui soient organisationnels ou sur le plan de leur modèle économique. Voilà, et ça, il faut qu'il y ait un intérêt à le faire, et je pense qu'il est vraiment nécessaire et que le dialogue peut l'aider de travailler à cette question
de construire un enjeu supérieur, de se reconnecter à un enjeu supérieur qu'on a perdu de vue depuis longtemps. Donc vraiment de dézoomer. De dézoomer. Il y a deux choses qui sont, pour moi, de ce que tu viens de dire, qui sont importantes. La réalité de crise dans laquelle nous sommes, hein, qui est là en fait, hein, qui n'est pas forcément intégrée complètement, etc., crée de l'entropie dans le système économico-social tel qu'il fonctionnait jusqu'à présent, quoi. Et je trouve que ça, c'est important parce que ça veut dire que tout d'un coup, il y a des réalités qui jusqu'à présent n'étaient pas prises en considération ou qui n'étaient pas suffisamment prises en considération. Et la question du dialogue que tu évoques, pour moi, elle est assez importante. Mais la question, c'est comment on arrive à construire un dialogue avec des réalités qui jusqu'à présent, soit n'étaient pas prises en considération, soit ne sont pas en capacité, au fond, de participer au dialogue au sein même de l'entreprise. Et ce que Noémie évoquait tout à l'heure, hein, les effets de bord délétères pour des gens qui sont déjà exclus d'une certaine manière du système. Donc, qui est porteur de cette parole, on pourrait dire, des invisibles, qui supportent au fond notre mode de fonctionnement jusqu'à présent. Et puis deuxièmement, et puis je vous laisse toutes les trois peut-être parce que le temps tourne quand même à grande vitesse. La question c'est aussi comment on arrive à construire un récit commun, quoi. C'est ça, et exactement. Pour l'instant, il n'est pas approprié, le récit commun, il n'est pas partagé. Exactement. Tu as parlé de polarisation, ça je trouve c'est intéressant. On n'est pas tous ajustés sur le diagnostic, sur l'analyse des effets d'impact et surtout sur troisième élément que je voulais souligner par rapport à ce que tu évoques, c'est on n'est pas ajusté sur un récit qui montrerait que prendre en considération la crise et le vivant, c'est un enjeu de performance. Parce que c'est ça aussi qui est en jeu derrière. On peut lire par la négative la question de l'entropie qui vient mettre le vivant fragilisé, mais en fait, c'est un facteur de performance dans les entreprises potentiellement. Oui, la question peut-être de la performance et de ce terme performance, elle mériterait aussi d'être précisée. Qu'est-ce que ça veut dire être performant et est-ce qu'on peut aussi faire évoluer cette notion vers d'autres dimensions que la seule rétribution, j'allais dire, financière, par exemple, en considérant des externalités positives. Et juste, après, je laisse la parole, mais juste pour rebondir effectivement sur ce que disait Noémie et qui va porter ces voix-là, c'est toute la question sur la place de la nature. On a effectivement, notamment en médiation environnementale, on le voit bien, alors je fais un pas de côté par rapport aux organisations, mais enfin on est quand même sollicité par des collectivités territoriales. On a des personnes qui représentent, j'allais dire, l'intérêt de la nature et qui expriment, et qui portent ces voix-là et qui rendent visible voilà, la nature, non comme ressource, mais comme partie prenante à part entière de ce dialogue. Donc oui, comment est-ce qu'on visibilise effectivement des non-humains qui ont une place dans ce dialogue-là. C'est tout clair. Alors, à toutes les trois, et dans le désordre, vous prenez comme vous voulez, parce que ce qu'on vient d'évoquer, c'est un constat, c'est une orientation. La question, c'est so what, le comment, au fond, ce serait quoi dans les pistes d'action, les pistes que vous, dans le secteur que vous observez, seraient source de ce juste d'une transition ou d'un changement de paradigme, enfin voilà. Ouvert. Je veux bien prendre la parole si vous voulez sur la question du dialogue, parce que c'est vraiment celle qui m'habite et qui m'anime. S'il y avait une solution, ce serait formidable. Pour moi, il y a une direction en tout cas qui est vraiment importante, c'est de préserver cette possibilité de parler à tout prix. C'est-à-dire que le chemin, pour moi, compte autant que la finalité. Et le danger, quand on est face à des urgences, face à des constats qui peuvent être absolument révoltants, le danger, effectivement, c'est qu'on n'arrive plus à se parler. Parce que face à cette révolte, ça va être difficile de co-construire, ça va être difficile de ne pas désigner un ennemi,
ça va être difficile j'allais dire, de prendre du recul par rapport au camp du bien et au camp du mal. Excusez-moi, je caricature, mais parce que c'est vraiment des choses que j'observe dans mon métier tous les jours. Donc, comment est-ce qu'on fait pour articuler des contraires? C'est vraiment ça la question. Là, en tant que médiateur, on a évidemment une énorme responsabilité parce que, et c'est pour ça qu'on doit beaucoup se former, qu'on doit beaucoup travailler, qu'on doit beaucoup se questionner, etc., parce qu'on a une énorme responsabilité d'intervenir sur le terrain pour permettre cette articulation des contraires. On a aussi une énorme responsabilité à l'IFOMEN en tant qu'organisme de formation, parce que bien au-delà du métier de médiateur, qui ne devrait pas exister, et on devrait tous lutter pour qu'il n'y en ait pas besoin en réalité, notre mission à tous, à chacun, c'est que cette culture du dialogue puisse en réalité retourner de là où elle n'aurait jamais dû partir, c'est-à-dire appartenir pleinement à la société civile. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour qu'elle puisse infuser, pour qu'on apprenne à parler avec, donc à être vivant, à rester en vie, à rester en lien avec les autres, qu'ils soient humains ou non humains, dans une logique non pas de créer une nouvelle enclosure, comme on dit dans le langage des communs, mais pour que vraiment la capacité même de parler soit une capacité partagée par le plus grand nombre. Et il faut qu'on invente effectivement des modalités sur la dimension pour donner une place au non-humain. Léna ou Noémie? Je peux rebondir, Elena, ça va? Oui, ce qu'on est en train de questionner notamment ici, hein, c'est les modèles de gouvernance. Voilà, c'est de ça dont on parle. Oui. Et en fait, la grande direction à prendre, et là, c'est pas nous qui l'inventons, hein, c'est l'OIT qui le rappelle régulièrement, la littérature scientifique le rappelle régulièrement, le GIEC également, c'est que la grande direction à prendre, c'est le renforcement de la concertation sociale et la participation des personnes les plus directement concernées dans les décisions. Encore aujourd'hui, hein, les personnes qui subissent de façon disproportionnelle, que j'ai évoquées très rapidement tout à l'heure et dont on parle ici, sont sous-représentées dans nos institutions politiques, dans nos associations, dans nos entreprises en transition, etc. Or, le problème, c'est que l'écologie ne peut pas être portée par une minorité, non pas parce que c'est un beau principe qu'il faut faire les choses ensemble, mais c'est parce que le risque, c'est qu'on construise des mesures, des politiques, des initiatives qui soient d'apparence et d'intention neutres et qui en réalité vont avoir des impacts sociaux négatifs, mais qui n'auront pas été forcément prévus à l'avance. Voilà. D'où l'importance de prendre en considération et de développer la participation des personnes qui sont concernées par ces effets sociaux. Donc la question très concrète, c'est dans mon organisation de travail, qui est visible et qui ne l'est pas, qui peut prendre la parole et qui ne l'a pas, qui prend la décision, comment se prennent les décisions. Voilà. Et là-dessus, ça peut inquiéter, hein, la question de la gouvernance. Voilà, mais il y a de plus en plus d'acteurs, notamment d'acteurs associatifs, qui sont capables en fait d'accompagner les entreprises sur ce sujet-là. Il y a des acteurs qui peuvent accompagner ces questions-là, acteurs associatifs, acteurs universitaires aussi, peut-être qu'Elena, tu rebondiras. Une fois qu'on a posé ça, effectivement, pour moi, l'enjeu, c'est de penser à 4 choses. Je vais aller vite et on pourra peut-être revenir, mais le premier point, c'est comment je pense le degré de vulnérabilité écologique des populations qui m'entourent dans mon environnement de travail, c'est-à-dire leur exposition et leur capacité à faire face à toutes les échelles de l'activité de mon entreprise, en fait, à toutes les étapes de la chaîne de production. Quel est le degré de vulnérabilité, d'exposition des personnes qui m'entourent? On a parlé tout à l'heure de l'écosystème et de l'importance de revenir à un paradigme où on s'envisage, nous, humains, comme faisant partie d'un écosystème plus large. Mais au fond, elle est là, là est l'enjeu, quoi, c'est d'en être conscient et d'expliciter, est-ce que oui ou non, mon activité, l'activité de mon entreprise permet de renforcer la résilience de ces personnes ou pas? Voilà. Est-ce que mon activité, est-ce que l'activité de mon entreprise permet de garantir le travail décent de toutes et tous, c'est-à-dire respectueux des normes fondamentales de l'OIT,
à toutes les étapes de la chaîne de production. Est-ce que mon entreprise lutte activement contre le phénomène des travailleurs pauvres ou pas? On pourrait, dans la littérature, on argumente que les politiques de facilitation des migrations internationales et les politiques d'intégration des populations issues de l'immigration, ce sont des politiques d'adaptation face au dérèglement climatique. Alors, il y aurait tout un raisonnement à tenir pour argumenter ça. Mais très concrètement, est-ce que mon entreprise, mon organisation de travail s'engage sur l'insertion de personnes exilées, par exemple, ou pas? Est-ce que la politique de lutte contre la discrimination, contre les discriminations, est une priorité dans mon entreprise ou pas? Et est-ce que ces politiques tiennent compte de tous les facteurs de vulnérabilité qui exposent et qui surexposent certaines populations au risque climatique? Voilà, mais en fait, ces questions-là, ces mesures-là, on ne peut s'y confronter que si on a posé en amont, en fait, cette nécessité de la concertation et de la participation sociale, quoi. Absolument. Oui, je vais un peu en résonance avec ce que on dit Anne-Laure et Noémie, en fait, parce que moi, je dirais, pour moi, le défi, c'est comment aujourd'hui on fait du commun au niveau de chacune de nos institutions, et donc que ce soit l'entreprise, l'association, voilà, le groupe d'appartenance, et donc du coup, le commun, je pense, pas uniquement comme agrégation, mais le commun comme ce lieu où chacun a une place et est en relation avec les autres. Et donc, du coup, ça touche évidemment la question de la gouvernance qu'évoquait Noémie. Et dans les entreprises, je dirais même, avant d'aller chercher les invisibles, il y a aussi les visibles qui, parfois, on traite de manière pas juste. En fait, je pense par exemple dans les entreprises, la participation des salariés dans les décisions, ça c'est une question majeure. L'entreprise n'appartient pas uniquement à ceux qui apportent du capital, mais à tous ceux qui travaillent. Et aujourd'hui, voilà, c'est tous les les enjeux de la codétermination, de comment participent les travailleurs dans les décisions des entreprises. On a toute une recherche sur voilà, des modèles de gouvernance plus démocratiques. Donc, pour moi, c'est ça, c'est comment l'entreprise devient vraiment un lieu où une communauté qui porte un projet ensemble. Et donc, comment on fait communauté dans le cadre de l'entreprise. Et puis, le commun au niveau de la société. Et donc, c'est de dire, voilà, et de penser l'entreprise non seulement comme, je disais, comme un acteur de production, mais de penser le penser comme un acteur social. Et donc, du coup, comment dans ces décisions aussi participent toutes les personnes de la société. Et je pense aussi, je reviens un peu à cette question de comment, quand une entreprise veut servir le bien commun, et en général, on pense à transférer des ressources ou transférer des compétences. Et c'est plutôt comment on est capable de créer justement avec toutes les personnes, notamment les plus fragiles, non pas simplement une relation de transfert, mais vraiment une relation de réciprocité. Donc, comment on crée des espaces pour que chacun puisse y participer. Donc, je pense que ça fait écho beaucoup à ces questions de participation et de dialogue qu'évoquait autant Anne-Laure que Noémie. Sur la question de la gouvernance, si je peux ajouter juste un petit mot, il faut vraiment aussi faire attention à ce que j'ai vu aussi sur le terrain beaucoup de mise en œuvre de gouvernance
horizontale, d'entreprise libérée, qui sont des concepts extrêmement intéressants, mais qui peuvent avoir le défaut d'être de nouveau une manière de se conformer à une nouvelle norme. Et tant que c'est une manière de se conformer à une nouvelle norme, en réalité, on ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que tant que ces systèmes ne sont pas effectivement co-construits, donc réellement appropriés et donc vivants pour les personnes, bien souvent et malheureusement, on a des cadres qui deviennent extrêmement flottants, extrêmement insécurisants et dans lesquels en réalité, et donc ça fait beaucoup plus de mal que de bien, on parlait à toutes les conséquences de toutes les conséquences qu'on fait lorsqu'on crée du changement, qu'on accompagne du changement, on retrouve des cadres très informels dans lesquels c'est de nouveau la loi du plus fort qui s'applique parce que ce sont les personnes les plus à l'aise dans les cadres informels qui vont le mieux tirer leur épingle du jeu. Donc, il y a vraiment une nécessité de permettre, vous voyez, de pas passer d'une norme à une autre, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse s'approprier réellement quel est le cadre de travail qui nous convient, comment est-ce qu'on va faire équipe ensemble, comment est-ce qu'on va coopérer, comment est-ce qu'on va s'organiser pour répondre aux défis du monde contemporain, au-delà de cocher j'allais dire la case de c'est bon, on a mis en place une gouvernance participative, c'est bon, on est une entreprise. Vous voyez ce que c'est un travail vraiment qui est nécessaire, ambitieux et complexe. Si je peux réagir à ça, je suis d'accord qu'effectivement, malheureusement, il y a quelques tentatives qui ont été très négatives, justement parce que, comme tu disais, ça se sent limité simplement à dire, voilà, on change, tu disais la norme, un peu l'organisation, mais sans vraiment décider et concevoir ensemble. Mais là, c'est là où j'évoque l'expérience de beaucoup des structures de l'économie sociale et solidaire qui, c'est pas du tout pour dire, voilà, ils sont le modèle à mettre en application, mais avec vraiment des démarches qui sont pour moi intéressantes. Je pense, tu parlais d'entreprises libérées, je pense la manière dont Enercoop, par exemple, a mis en place la démarche d'entreprises libérées me semble justement très, très intéressante. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre un modèle et l'appliquer, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des expériences des gouvernances démocratiques et voilà, et je pense les coopératives en particulier, c'est pas que ça suffit d'avoir le statut coopératif pour avoir une gouvernance démocratique, mais je pense qu'il y a ce principe de base, une personne, une voix, qui fait que déjà dès le départ, en tout cas, quand on va décider, on met tout le monde autour de la table. Après, il faut trouver la bonne manière pour décider ensemble, mais déjà, il y a quelque chose d'inclusif dès le départ. Donc, c'est pour dire que je pense qu'il y a, certes, rien n'est gagné, mais qu'il y a de belles expériences de gouvernance démocratique. Tout à fait, heureusement. Alors, il reste très peu de temps, donc il est bien de passer la parole éventuellement à quelques questions. Dans le chat, il y a deux questions qui ont été posées. La question, je prends celle de les nouveaux indicateurs de la performance. Ça, c'est une sacrée question parce que l'entreprise, elle a toujours besoin, au fond, d'indicateurs pour voir la pertinence de ce qu'elle met en. C'est que ça suppose de redéfinir ce qu'est la performance. Et dans votre question, quels nouveaux indicateurs de performance pourraient refléter une économie réellement vivante et régénérative? Alors moi, je sais pas répondre précisément aux indicateurs, mais je pense que la question d'essayer de repérer qu'est-ce qui crée de la fécondité dans l'entreprise, ça c'est intéressant. Est-ce que les conditions au fond que nous mettons en place, c'est-à-dire qu'à la fois en termes de gouvernance, en termes de management, en termes de relations sociales, est-ce que ça crée au fond des conditions pour rendre fécond l'énergie que les uns et les autres mettent dans la question du travail? Alors, ma réponse est
peu clair, hein, j'en suis bien conscient, mais je trouve que là, il y a sans doute effectivement à reprendre la question de est-ce que au fond, euh, ce qu'on crée, ce qu'on organise pour faire l'activité qu'est l'entreprise, est-ce que ça assèche l'entreprise ou ça la vivifie? Et ça, moi, je pense que c'est un élément central d'avenir. Je ne sais pas comment on peut le formaliser en, en indicateur, mais quand même, est-ce que les conditions produites régénèrent ou dégénèrent, en fait, d'une certaine manière, la durabilité de l'activité. Et puis aussi, peut-être, il y a des indicateurs de répartition, au fond, des bénéfices attendus. C'est une redéfinition, au fond, de la question de à qui profite le profit, d'une certaine manière, dans l'activité globale de l'entreprise, quoi. Et donc, vous parliez enfin, j'ai traduit le propos de tout à l'heure dans ma tête de démocratie sociale, hein, au fond. Et ça, c'est loin d'être évident aujourd'hui, quoi. Euh, Peut-être je réagis rapidement à la question des indicateurs parce que ça, c'est une recherche aujourd'hui, je pense qui s'est beaucoup développée en économie. Et alors, encore une fois, je m'excuse, mais je fais référence à l'économie sociale et solidaire parce que là, justement, du fait qu'on reconnaît que la valeur créée n'est pas uniquement une valeur matérielle ou financière, mais que la valeur créée est une valeur que moi j'appellerais relationnelle. Et du coup, il faut trouver des indicateurs pour pouvoir rendre compte de cette richesse économique qui n'est pas uniquement à mesurer en termes de revenus ou en termes d'accès aux biens. Et donc, voilà, toute la recherche qu'on fait aujourd'hui, et on travaille sur ça. Et nous, à l'Institut catholique de Paris, on a sur l'évaluation de l'utilité sociale, on a une certification pour les gens qui travaillent et qui veulent s'investir dans cette démarche d'évaluer l'utilité sociale qu'on crée à travers l'activité économique. Voilà, pour moi, c'est des manières justement nouvelles de penser la performance et de penser justement la valeur créée et la richesse économique. Sur la question que je lis là, sur les conditions favorables, mettre en œuvre pour que les rapports humains au sein soient encore plus viables et conviviales, je pense il y a plusieurs éléments. Il y a un enjeu, et ça rejoint au fond ce qu'Anne-Laure disait, il y a un enjeu de pouvoir parler. Ça, je pense que c'est assez central, hein, c'est des conditions favorables. Rendre possible, au fond, une expression sans qu'elle soit immédiatement dangereuse pour les acteurs dans l'entreprise. Ce qui est loin d'être évident. Donc, libérer un pouvoir parler dans l'entreprise, et ça, c'est pas si évident que ça. Et puis le deuxième élément pour moi qui est sur la question du viable ou du conviviable et donc du durable, c'est aussi rendre possible du pouvoir agir des acteurs de l'entreprise. On a tous des périmètres au fond contraint dans l'activité. Quand on libère des possibilités de marge de manœuvre pour les gens, ça déverrouille au fond beaucoup de choses. Donc il y a à creuser sur la question de mon point de vue managérial de ce point de vue-là. Si on donne un pouvoir parler et un pouvoir faire les choses, c'est une vraie source de transformation de l'entreprise. Ça, je pense que c'est assez majeur. Et sur la question de l'aidance en entreprise, c'est une question qui est en train d'émerger, ça, autour de la question de la vulnérabilité, la pérédance et tout ça. C'est en train de bouger pas mal aujourd'hui sur cette question-là, de comment accompagner la vulnérabilité et comment reconnaître sa propre vulnérabilité. Ça, je pense que, alors moi, à l'Institut Vaugirard, hein, puisqu'on accompagne pas mal le monde des dirigeants, on travaille sur ces questions-là. Comment diriger, on dirige mieux quand on est capable de dire qu'on est soi-même vulnérable, quoi. Et c'est pas dans le spectre de nos manières de faire, etc. Parce qu'au fond,
On a tous à montrer qu'on est compétent, qu'on n'a pas de faille, etc. Mais quand un dirigeant est capable de dire à ses équipes, là je ne sais pas, là, etc., ça libère des espaces, en fait. Ça rassure tout le monde et ça permet de mettre en route des collectifs un peu autrement. Voilà. Et donc je pense qu'il y a un apprentissage aujourd'hui, il y a une éducation sans doute. Hein, alors nous on est des organes aussi d'enseignement, hein, voilà, mais il y a une éducation à avoir autour de ça, sur la question aussi de l'exercice du pouvoir. Ça, je pense que c'est assez central pour, euh, pour refaire de la place d'une certaine manière à tous les vivants de l'écosystème, voilà, humain et non humain, qui fait la réalité d'une entreprise, quoi. Ça, je pense que et c'est un peu nouveau d'une certaine manière, mais on voit bien qu'on ne peut pas faire l'économie de ça, à mon avis, dans les années qui viennent, à cause de la réalité objective d'une crise qui peut détruire en grande partie la stabilité de l'écosystème et qui met en péril certaines entreprises, d'ailleurs. Peut-être que si on passait, pardon. Non, vas-y. Juste un mot, peut-être que si on passait aussi de la notion de pouvoir à la question de responsabilité, on pourrait changer deux ou trois choses dans la manière d'appréhender la gouvernance des entreprises et la gouvernance plus généralement d'ailleurs. De quoi est-ce qu'on est responsable finalement? De quoi est-ce qu'on répond? Je voulais juste réagir à... Il y a encore une question qui est arrivée sur les indicateurs extra-financiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les entreprises, de plus en plus, on utilise des indicateurs autres que ceux de la rentabilité financière. Mais c'est un peu ce que je voulais dire avant. Et je trouve que malheureusement, les indicateurs, souvent les référentiels qu'on utilise pour évaluer la dimension sociale et la dimension environnementale. Déjà, entre ces deux dimensions, les référentiels sont complètement différents. Pour l'environnement, on a des référentiels qui sont complètement techniques. On fait le bilan carbone. C'est vraiment des indicateurs très techniques. Pour le social, ça reste des choses comme la parité, la diversité. Et en fait, on reste au niveau de quelques impacts de la valeur créée. Et pour moi, la question, c'est comment justement on n'a pas trois évaluations mises les unes à côté des autres, parce que là, du coup, l'évaluation financière va toujours primer, c'est sûr, mais comment aujourd'hui on arrive à les évaluer conjointement. Et il y a des tentatives, je pense qu'au niveau de la comptabilité, par exemple, les méthodes de triple comptabilité visent un petit peu à intégrer la dimension financière, environnementale et sociale. Mais on est encore loin. Et pour moi, la question, c'est non pas comment on démultiplie ces indicateurs sur ces différents domaines, mais comment on pense une manière plus intégrée d'évaluer la valeur créée. Et Noémie, un dernier mot peut-être, parce qu'il leur tourne et il faut qu'on s'arrête, je crois. Oui, un petit mot. C'est vrai que les questions qui nous sont posées portent en fait sur c'est quoi la solution, quoi. Qu'est-ce qu'on fait face à ces constats? Et c'est souvent les réactions, et elles sont bien normales, mais c'est souvent les réactions quand on parle de ces enjeux-là. Mais du coup, c'est ce que tu disais, so what? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est quoi la solution? Et je crois que c'est Anne-Laure, tu disais tout à l'heure, en fait, il y a pas de solution. C'est vrai que la réponse, elle est nécessairement complexe parce que le problème est extrêmement complexe et systémique. Il s'agit de prendre en compte une manière de visualiser ça qui est assez simple, c'est le fameux donut de Kate Raworth. Alors, il y a d'autres schématisations de la chose, mais Kate Raworth dit, mais en fait, il y a un plancher social qui consiste à, en fait, en les 12 besoins fondamentaux dont tout le monde doit, auxquels tout le monde doit avoir accès.
la santé, le logement, l'éducation, etc., etc. Et puis, il y a le plafond environnemental qui sont en fait les 9 limites planétaires que tu as évoqué rapidement, Marc. Voilà. Et entre ce plafond environnemental et ce plancher social, il y a ce qu'elle appelle l'espace sûr et juste, sûr d'un point de vue environnemental et juste d'un point de vue social. Et donc, pour atteindre cet espace sûr et juste, il faut prendre en compte les 9 limites planétaires et les 12 besoins fondamentaux qui composent donc le plancher et le plafond. Le problème est systémique. Par conséquent, les solutions que l'on peut imaginer, créer, elles sont nécessairement complexes et systémiques. Et donc, peut-être, en fait, une manière de répondre, c'est de dire, mais il est nécessaire de passer par le temps de la formation, quoi. C'est aussi une manière de reconnaître notre vulnérabilité, de dire, bah, là, avec mes moyens, avec mes connaissances, en fait, je trouve pas la solution. Je sais pas, je suis démunie, je suis impuissant. Et donc, de prendre le temps, prendre l'espace. Là, je suis pas en train de faire de la pub pour l'ICP. Il y a plein d'autres organismes qui qui accompagnent concrètement les entreprises dans cette démarche, mais de prendre le temps de se former pour repartir des constats qui sont complexes et progressivement changer de paradigme, en fait, progressivement changer de regard sur l'activité économique et sur tout ce qu'elle touche socialement, environnementalement, etc. Voilà, donc c'était juste un petit mot pour Ok, rebondir. merci. Comme je pilote le temps et que le temps est dépassé, je vais me faire maudire. Et donc, je vais créer de la frustration aussi. Il faut qu'on s'arrête absolument. Voilà. Un grand merci à tous et tous qui avaient participé à cette. On n'a pas fait le tour, évidemment, mais ça, vous imaginez bien que on ferait pas le tour de cette question immense, complexe, hein, comme tu dis, Noémie. Mais voilà, ça bouge, quoi. Et ça, je pense que Oui. c'est. Alors, il y a de la résistance, mais ça bouge. Et c'est pour ça plein d'espoir, hein, même si des fois on peut se dire que ça bouge pas assez vite, mais au fond, il y a plein d'expériences, plein de créativité, d'innovation, etc. Et c'est bien de regarder du côté de ce qui est nouveau, qui fonctionne et qui fait émerger. Et ça peut être inspirant pour d'autres entreprises qui peut-être sont plus résistantes à la transformation sans doute nécessaire. Voilà, merci à toutes et tous. Voilà, et peut-être Katia, un dernier mot si tu veux. Oui, très rapidement, mais merci surtout à vous pour cette table ronde passionnante. Je pense qu'elle a vraiment eu un impact sur les personnes présentes, chacun avec vos compétences et vos expertises. C'était vraiment intéressant de voir ces regards croisés. Juste pour les personnes qui sont là, nous vous enverrons de toute façon un replay par mail. Vous recevrez le replay. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas encore là, ce replay de toute façon sera mis également sur la plateforme La Série. Donc, vous pourrez revoir, partager aussi cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous de toute façon si vous voulez prendre contact avec nos intervenants. Dans tous les cas, voilà, on sera disponible pour vous également par la suite. Voilà, merci beaucoup pour cette table ronde. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.